Bonjour à tous, donc c'est Ségolène Arzalier-Darré, je suis anesthésiste réanimatrice à la maternité au CHU de Caen et je vais vous présenter l'arrêt cardiaque maternel. À propos de l'épidémiologie, heureusement il s'agit de situations rares, un cas pour 20 000 à 50 000 grossesses et qui sont fort heureusement grévées d'une bonne survie, 60% de survie, puisque ce sont souvent des femmes jeunes et en bonne santé. Alors ce que l'on voit quand même apparaître depuis quelques années, c'est une augmentation du nombre d'arrêts cardiaques, notamment dans les pays anglo-saxons, du fait de l'âge maternel de plus en plus tardif et de l'obésité et des pathologies cardiovasculaires qui y sont associées. Comment fait-on le diagnostic d'arrêt cardiaque? Et bien sûr l'absence de conscience, l'absence de respiration ou une respiration anormale de type gasp. La conduite à tenir est évidemment d'appeler à l'aide en premier lieu et puis de débuter immédiatement le massage cardiaque externe, tout en faisant ramener le chariot d'urgence. Au bloc ou en salle de naissance, bien sûr, on pose le scope et lorsque l'on est dans un service ou autre, on va chercher le DSA. Donc je vous invite à aller regarder en salle de naissance ou dans les différents services suite de couche ou soins intensifs de grossesse où se trouve le chariot d'urgence et le DSA. Lorsque l'arrêt cardiaque survient en salle de naissance, eh bien en premier lieu il y a un appel à l'aide qui doit être normalement un appel spécifique. Au CHU de Caen, il s'agit du code rouge. Ce qu'il faut garder en ligne de mire dès le début, c'est un seul objectif, l'extraction fœtale à 5 minutes, ce qui est très précoce. Ces 5 minutes sont un objectif. Dans les études réalisées sur les arrêts cardiaques, en général c'est 10 minutes. On arrive à extraire le fœtus, mais ça doit rester un objectif qu'il faut avoir dans la tête dès le début. Comment s'organise-t-on? Il faut déjà donc appeler à l'aide. Qui appelle-t-on? L'équipe d'anesthésie-réanimation, les gynéco-obstétriciens, l'équipe de sage-femme et les pédiatres. Prévenir aussi le bloc pour qu'une IBOD puisse se détacher. On fait venir le matériel, le chariot d'urgence, le matériel de ventilation, le plan dur pour le massage et la boîte de césarienne et tout ce qu'il faut pour la réaliser. Et puis on désigne aussi une personne pour gérer le chronomètre, ce qu'on appelle un timekeeper, et consigner par écrit la prise en charge. Tout en massant, bien sûr, de manière continue la patiente. Le massage se fait comme chez l'adulte standard, c'est-à-dire sans compression par minute, avec un relais toutes les 2 minutes pour ne pas perdre en efficacité de massage. Ce qui change chez la femme enceinte, c'est le positionnement des mains qui se fait un petit peu plus au milieu du sternum, du fait du refoulement cardiaque par l'utérus gravide. Et on déplace l'utérus sur la gauche dès 22 semaines, environ lorsque le fond utérin est palpable à l'ombilic. Ce déplacement de l'utérus permet de libérer la veine cave pour améliorer le retour veineux au niveau cardiaque. Comment se fait cette libération de la veine cave? Elle se fait soit, comme sur l'image de gauche, par réclinaison de l'utérus par une personne dédiée. Cette réclinaison de l'utérus est la plus efficace, mais elle mobilise une personne à part entière. Si on n'a pas les ressources humaines nécessaires, eh bien on peut glisser des draps sous le plan dur, en faisant attention à ne pas dépasser 30% d'inclinaison, parce que ce que l'on gagnera en libérant la veine cave, on le perdra en efficacité de massage puisqu'on ne sera plus à l'aplomb de la patiente au-delà de 30 degrés. Lorsqu'il s'agit d'un rythme choquable, c'est-à-dire une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire, donc mal tolérée puisque la patiente est inconsciente et ne respire plus, donc on doit défibriller. Pour cela, au préalable, il faut veiller à retirer le monitorage fœtal, donc les électrodes qui se sont posées sur le ventre de la maman. Parfois aussi, il peut exister des électrodes internes, donc il faut bien demander à l'équipe obstétricale. On choque à une intensité de 200 joules, on masse directement après, pendant 2 minutes avant une nouvelle analyse. La défibrillation précoce est très importante puisqu'il a été montré que lorsqu'elle est réalisée dans les 3 à 5 minutes, eh bien, cela correspondait à 50 à 70% de survie et que chaque minute de perdu correspondait à 10% de mortalité en plus.
Parallèlement à ça, eh bien, on ventile en continu de façon manuelle initialement avec un masque facial et un embu avec une oxygénation à haut débit. Et bien sûr, on intube dès que possible par une sonde de petit diamètre, en général entre 6 et 7. En général, à la maternité, nous avons des sondes de 6,5. Pourquoi de petit diamètre? Puisqu'il y a une diminution de la filière laryngée chez la femme enceinte du fait de l'œdème. Si on n'arrive pas à intuber, on met un masque laryngé. Bien sûr, l'intubation doit être faite par quelqu'un d'entraîné à l'intubation. Sinon, on ventile au masque. On ventile, on fait des petites ventilations minutes, donc une petite fréquence respiratoire et un petit volume courant. Le but, c'est juste de l'oxygénation. Donc on veut juste le soulèvement du thorax. On utilise aussi bien sûr un capnographe pour deux raisons, pour vérifier bien sûr l'intubation et l'efficacité aussi de la réanimation avec un objectif supérieur à 10 à 12 mm de mercure. De façon concomitante, on pose une voie veineuse si elle n'est pas déjà posée, en veillant à ce qu'elle soit sus-diaphragmatique, parce que si elle est sous-diaphragmatique, il y aura une inefficacité des drogues du fait du blocage par le fœtus gravide qui comprime la veine cave. Il en est de même pour la voie intra-osseuse qui peut être indiquée puisque c'est un arrêt cardiaque chez l'adulte. Dans ces cas-là, on veillera plutôt à la mettre en numéral plutôt qu'en tibial. Je rappelle les drogues, en cas d'asystolie, c'est 1 mg d'adrénaline de manière immédiate et puis ensuite toutes les 3 à 5 minutes. En cas de rythme choquable, l'adrénaline est administrée après le 3e choc en même temps que l'amiodarone, 300 mg, ce qui équivaut à 2 ampoules. On envisage tout de suite donc l'extraction fœtale si le terme est à plus de 20 semaines, si donc le massage cardiaque est inefficace malgré la réclinaison de l'utérus. L'objectif, comme je l'ai dit, est une incision à 4 minutes de réanimation pour une extraction à 5 minutes, ce qui implique que cela se fait sur place en salle de naissance, dans le box de salle de naissance ou dans le box de réanimation. On ne va pas passer la patiente au bloc opératoire puisqu'il a été montré que cela entraînait une perte de chance. Bien sûr, hors salle de naissance ou hors réanimation, cela ne s'envisage pas. Quel est l'intérêt d'une extraction fœtale? Eh bien, elle est pour la maman, bien sûr, puisque cela réduit le syndrome de compression cave, ça améliore la capacité résiduelle fonctionnelle, puisqu'il n'y a plus l'utérus gravide qui comprime le diaphragme et les poumons. Et puis, le bébé, dans le ventre de la mère, consomme de l'oxygène et produit du CO2. Donc ça permet d'améliorer la consommation, enfin de baisser la consommation d'oxygène chez la mère et de diminuer la production de CO2. Et les études montrent que l'extraction fœtale augmente de manière spectaculaire la survie maternelle. Un petit schéma ici pour vous rappeler quoi faire et où se situe l'extraction fœtale. Donc vous allez voir qu'elle est très très précoce. En cas d'asystolie, donc on réalise la réanimation cardio-pulmonaire. En même temps, on administre de l'adrénaline, on ventile, on oxygène, on intube, donc on a posé la voie, on récline l'utérus, on masse pendant 2 minutes, on analyse le rythme. On masse pendant 2 minutes, on analyse le rythme, et ensuite on envisage l'extraction fœtale dès le 3e cycle, donc dès la 2e administration d'adrénaline. En cas de rythme choquable, l'extraction fœtale survient après le 3e choc. Donc c'est au moment de l'administration de l'adrénaline et de l'amiodarone. Comment doit-on se répartir les rôles? Donc une petite diapositive que je vous laisse lire tranquillement, qui permet de se préparer à ce genre de situation et de répartir les rôles entre l'équipe anesthésique et entre l'équipe obstétricale avec les gynéco-obst et les sages-femmes d'un côté et donc les anesthésistes de l'autre. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Ce qui est important, c'est donc de se préparer à ce genre de situation, de ne pas de découvrir la prise en charge au moment où cela survient en salle de naissance, et que l'on se soit organisé dans l'équipe pour que chacun sache qui fait quoi exactement.
Et puis bien sûr, on doit envisager l'assistance circulatoire en cas d'arrêt cardiaque réfractaire. Ce sont des patientes jeunes en bonne santé, comme je vous l'ai dit, avec des causes, avec un arrêt cardiaque souvent devant témoin, avec une prise en charge immédiate, et donc elles peuvent vraiment relever l'assistance circulatoire avec des causes aussi qui peuvent être bien sûr réversibles et traitables. Puisque parallèlement à la prise en charge, il faut aussi rechercher de manière concomitante la cause. Les plus fréquentes sont les causes en lien avec l'hémorragie, la dysfonction cardiaque, les embolies ou le sepsis. Alors il existe un petit moyen mémotechnique que je vous ai mis là, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Pour A, les causes anesthésiques, anesthésie totale, intubation impossible ou œsophagienne, inhalation ou intox aux anesthésiciens locaux. Pour B, le bleeding, l'hémorragie, donc hémorragie sous-estimée, non extériorisée, rupture utérine ou même réaction transfusionnelle après une transfusion. Les causes cardiovasculaires, chez les patients, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être de plus en plus âgés, donc cardiomyopathie, qui peuvent se voir aussi en lien avec la grossesse, puisque en fin de grossesse, on a des décompensations cardiaques chez des cardiopathies ou valvulopathies non connues, des ischémies myocardiques chez les patients plus âgés, des dissections aortiques du fait d'une fragilité tissulaire plus importante chez des patientes qui ont une imprégnation hormonale, les D pour drogue, donc les causes anaphylactiques, les erreurs médicamenteuses, morphiniques, surdosage en ocytocine, ou même les intoxications au sulfate de magnésium. Donc on peut voir chez les femmes qui sont traitées par sulfate de magnésium, c'est-à-dire les prééclamptiques, mais aussi toutes les femmes qui vont avoir un bébé qui va naître prématuré, et pour préserver le cerveau du fœtus, on administre du sulfate de magnésium à la mère avant la césarienne. Les causes emboliques, donc embolie pulmonaire massive, embolie amniotique, F pour fièvre, G pour les causes générales que vous connaissez, les 5H et les 5T, et H pour hypertension dans le cadre de la grossesse, c'est-à-dire les prééclampsies, l'éclampsie, le HELP syndrome, l'œdème aigu du poumon ou l'hémorragie intracrânienne. En conclusion, il faut s'organiser, organiser l'alerte, c'est-à-dire noter l'heure, organiser les rotations avec des bras, donc demander de l'aide pour avoir des bras pour organiser ces rotations, donc 2 minutes, un relais de 2 minutes pour le massage cardiaque externe pour éviter de diminuer l'efficacité du massage, organiser l'espace dans la pièce en détachant le lit, le décollant du mur, en organisant tout le matériel autour, l'aspiration, le respirateur, les chariots, les boîtes de césarienne, etc. Et bien sûr, organiser les ressources humaines. Et pour ça, il est utile d'avoir des checklists ou des to-do lists. Donc fort heureusement, il en existe notamment une sur cette thématique-là. Donc c'est celle que je viens de vous présenter. Vous retrouverez les images. C'est une checklist réalisée par le comité analyse et maîtrise des risques de la SFAR et qui est disponible en ligne sur le site de la SFAR. Voilà, je vous remercie de votre attention.